Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, le Guignolsband continue. Nous sortons à peine d'une pandémie et nous entrons dans une nouvelle ère d'incertitude et c'est Emmanuel Macron qui est toujours notre chef d'État. Il y a de très nombreuses similitudes entre la gestion du Covid et le début de la gestion de cette crise avec la Russie. Oui, Macron fait de la com, encore de la com et toujours de la com, et il en devient pathétique et ridicule. Un vrai clown. Alors, je voudrais bien expliquer pourquoi. Parce que quand Macron prend des décisions diplomatiques, on s'aperçoit qu'il n'a pas négocié avec ses alliés. Alors on se dit, mais pourquoi lance-t-il ces idées? Eh bien, essentiellement parce que quand il décide par exemple de lancer un sommet entre Biden et Poutine, il n'en a pas parlé à Biden, il n'en a pas parlé à Poutine au préalable. En fait, il endosse ses habits de pacifiste et il s'adresse à nous, ni à Biden, ni à Poutine. D'ailleurs, Poutine le met très vite hors jeu en disant il n'y a rien à négocier, et puis Biden aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être même pas été avertis de cette communication. De même, nous avons vu que Macron a changé de costume, du pacifiste, il a endossé son habit de chef de guerre, et il explique que l'armée française doit entrer en Ukraine, que l'OTAN doit entrer en Ukraine, et ses alliés américains aussi. Eh bien, quelques heures après, l'OTAN contredit Emmanuel Macron en expliquant que Poutine avait les mains libres en Ukraine. Comment se fait-il que Macron ait dit une chose et qu'il soit contredit quelques heures après? Là encore, il ne s'adresse pas à ses alliés, il s'adresse à nous. La population française a été vraiment bien travaillée par les médias au service du pouvoir, donc il y a une émotion, il essaie d'utiliser cette émotion en disant il faut faire la guerre, d'autant plus qu'on a vu les BHL, les Raphaël Glucksmann, les va-t-en-guerre de plateau, qui poussent à la guerre, donc il est dans ce mouvement. On a même vu Gilles Doré nous expliquer qu'il fallait faire des frappes nucléaires en Ukraine. Bon, c'était pas déjà un très bon médecin, mais en tant que tacticien, il faudrait quand même qu'il revoie ses bases. Bref, il ne s'adresse pas à ses alliés, il s'adresse à son électorat. Bon, nous avons tous compris, il prend ses habits soit de pacifiste, soit de chef de guerre, essentiellement pour faire oublier son bilan qui est désastreux. Et vous avez remarqué qu'il n'entre toujours pas en campagne. Parce que s'il entrait en campagne, il serait obligé de défendre, comme je viens de le dire, son bilan. Alors, vous avez peut-être vu ces images où il préside son conseil de défense. Quelle pose, quel clown. Car vous avez peut-être aussi lu que si l'armée française devait affronter l'armée russe, nous n'avons pas en stock plus d'une semaine de munitions. Et je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a des analogies avec la crise de Covid, c'est la même chose. Communication à outrance, et puis il y a la réalité. Lorsque la pandémie a commencé, nous n'avions pas de masques et nous n'avions pas de matériel pour les soignants. Et là, nous n'avons même pas de munitions pour affronter l'armée russe. Mais notre chef nous dit tout va bien, on va pouvoir le faire. Comme avec la pandémie en quelque sorte. Alors cette situation de notre armée désarmée, elle ne date pas d'hier, elle est bien plus ancienne. En effet, depuis les années après Chirac, que ce soit déjà Sarkozy, mais aussi surtout François Hollande, à chaque fois qu'il y avait un problème budgétaire, eh bien, le budget des armées était la variable d'ajustement. Le résultat, eh bien, c'est qu'en 2017, quand Macron, tout juste élu, a encore amputé le budget des armées de 850 millions d'euros, le chef d'état-major Pierre de Villiers a tiré la sonnette d'alarme devant la représentation nationale. Il a dit, si on nous enlève ces 850 millions, moi, je ne peux plus faire tourner l'armée française. Macron a été pris en quelque sorte en plein flagrant délit. Il est, vous le savez, mauvais joueur. Il s'est mis à tancer le chef d'état-major devant ses troupes. Ce qui ne se fait pas, mais vous savez, Macron, il n'a aucune limite. Pierre de Villiers a démissionné avec fracas. Vous vous en souvenez. Alors, sur le fonctionnement des armées, dans Servir, Pierre de Villiers raconte que, par exemple, au Mali, ils n'ont pas pu mener à bien certaines opérations contre des terroristes parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de drones. Ils n'en avaient que 5. Parce qu'à chaque fois que les commandes avaient été menées, elles ont été coupées au niveau des budgets.
On sait aussi qu'une partie de notre matériel n'est pas valide, tout simplement parce que nous n'avons pas les pièces détachées, nous n'avons pas suffisamment d'avions. Donc nous ne pouvons pas mener un grand conflit extérieur. De la faute de François Hollande, qui était le ministre de l'économie Emmanuel Macron, et puis évidemment du président Emmanuel Macron qui n'a pas fait les efforts nécessaires pour moderniser notre armée, alors que nous sommes dans une période de grandes incertitudes et de tensions internationales. Oui, Macron, il est dans l'instant, hein, vous avez bien compris, il n'est pas dans la projection. Alors, comme si cela ne suffisait pas, nous avons eu une tribune des généraux à la retraite au printemps 2021, expliquant qu'il y avait un risque de guerre civile et que l'armée française devrait intervenir sur le sol national, qu'elle n'avait pas non plus suffisamment de moyens, et qu'elle reprochait à nos gouvernements, déjà depuis Sarkozy, il ne faut pas se leurrer, d'avoir mené une politique de laxisme vis-à-vis des délinquants, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis de l'islamisme. Bref, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'avaient dit les ministres de Macron, c'était des factieux, ils racontaient n'importe quoi, c'était l'extrême droite, etc. On avait eu tout le cortège d'épithètes dévalorisantes envers ces généraux qui ne faisaient que leur devoir. Hein. C'était des consciences. D'ailleurs, j'avais écrit un article pour les remercier, hein, parce que c'est important quand même que de temps en temps, on ait des vigies comme ça qui nous expliquent qu'est-ce que nous risquons. Voilà, Macron joue encore les clowns, joue encore les bouffons, et c'est véritablement très inquiétant. Pendant la période de pandémie, il nous avait fait la même chose, et là, nous sommes en période de guerre, il recommence. Et toujours avec la même équipe, c'est-à-dire avec les Véran, les Darmanin, les Castex. C'est vraiment très inquiétant parce qu'on n'a pas les hommes qu'il faut, hein, les hommes et les femmes qu'il faut pour affronter ce type de menace. Hein. Il nous faudrait un général de Gaulle, il nous faudrait quelqu'un. Bon, alors je sais qu'à la dernière vidéo, j'ai parlé d'Éric Zemmour, certains me l'ont reproché, mais qu'il regarde toutes mes vidéos. Hein, j'ai toujours été honnête là-dessus. Je suis un journaliste patriote, donc j'ai fait une vidéo sur le gaullisme. Il y a d'autres leaders gaullistes. Je pense par exemple à François Asselineau, hein, qui vous pouvez suivre son fil Twitter. Il est très intéressant. Sur l'Ukraine, et que dit François Asselineau par exemple? Je ne vais pas toujours citer mon leader, Éric Zemmour, je vais citer aussi les autres. Eh bien, il explique que les nationalistes ukrainiens sont très proches des néo-nazis, hein, que certains bataillons ukrainiens n'ont ni plus ni moins la croix gammée comme étendard, et que ça a été financé par la CIA. Je voudrais rappeler qu'en 2014, quand la France et l'Allemagne ont essayé de calmer les tensions entre le président russophone Yanukovych et la fameuse révolution sur les places de Kiev, la représentante de la CIA, Victoria Nuland, a dit « Fuck the European ». Qu'ils aillent se faire foutre, hein, je vais peut-être utiliser la traduction. Oui, parce que il y a un jeu américain et il y avait un jeu européen. Les Européens, c'était de maintenir à l'époque la Russie dans les négociations et non pas les braquer. Or, le jeu américain, c'était de créer une très grande tension entre les Européens et les Russes, de séparer la Russie des Européens. Et je crois que les Américains ont réussi. Hein, ils ont réussi. Parce que Vladimir Poutine a toujours eu comme ambition que la Russie retrouve son rang, c'est-à-dire qu'elle soit un interlocuteur à égalité avec l'Europe, hein, qu'on puisse faire des affaires, qu'elle puisse vendre son gaz, que la Russie se développe en liaison avec l'Europe. Or, les Américains n'ont pas intérêt, puisque l'Europe, c'est leur jardin, c'est leur petit jardin. Hein, si les Russes viennent, eh bien, les Américains auront moins d'influence. Et toute la politique gaulliste des années 60, c'était justement d'équilibrer entre les Américains et la Russie. Et c'était à l'époque la Russie soviétique. Hein. C'était quand même encore plus violent que Poutine. Eh bien voilà, les Américains ont fait en sorte, hein, en jouant leur jeu, que Poutine n'ait plus du tout confiance dans les Européens. Et c'est bien cela la catastrophe. Je dis bien le mot catastrophe et je vais le répéter 10-15 fois parce que si Poutine envahit l'Ukraine, c'est qu'il n'a plus du tout confiance en l'Europe et surtout qu'il n'a plus besoin de nous. C'est ça la chose la plus terrible. C'est qu'en fin de compte, il a construit un gazoduc, il a compris que de toute façon, du fait de l'Ukraine, il ne pourrait pas être mis en service, à moins que les Allemands arrivent à remettre Poutine à la table des négociations, ce qui va être difficile. Hein.
donc il ne sera pas mis en service. Poutine préfère l'Ukraine aux négociations avec l'Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que cette politique d'isolement qui a été menée par les États-Unis a poussé Poutine dans les bras de la Chine. Et ça, c'est une autre catastrophe. Vous avez entendu les Chinois? Ils ne condamnent pas du tout l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Pas du tout. Eux, ils ont Taïwan, donc ils auront peut-être besoin à l'ONU de l'aide des Russes. On sent peut-être qu'il va y avoir un deal là-dedans. Ensuite, Poutine vend son gaz à différents acteurs. Il a tout le Sud, il a la Chine. Peut-être qu'il n'a plus besoin de nous en fin de compte. Autrement dit, on risque d'avoir un nouveau rideau de fer. On va peut-être prendre des sanctions, Poutine va prendre d'autres sanctions, on va peut-être de nouveau avoir des barbelés, une frontière de barbelés entre l'Ukraine et l'Occident. Une nouvelle glaciation, et les Américains vont applaudir. D'ailleurs, qui pousse à la guerre, là, comme vous entendez sur les plateaux? Qui pousse à la guerre? Bernard-Henri Lévy, qui nous a emmenés dans cette catastrophe libyenne, qui a eu pour conséquence d'avoir une submersion migratoire, puisque la Libye, elle maintenait les Africains sur le continent. À partir du moment où elle a sauté, ça a été une voie pour entrer en Europe. Il a essayé la même chose en Syrie, et on a vu la CIA, et notre ami BHL, ça dérangeait pas trop, le financement de terroristes islamistes, qui pouvaient même prévoir des attentats sur le sol national. Bref, on voit très bien que les Raphaël Glucksmann, les BHL, ont comme agenda celui des États-Unis et absolument pas les intérêts de la France. Et le fait qu'on les retrouve sur les plateaux et qu'on leur redonne la parole en dit long sur notre servitude vis-à-vis des Américains. Surtout en période électorale. Voilà. On est dans une situation vraiment difficile. Il est très difficile de prévoir l'avenir. Alors, il y a peut-être deux scénarios. Le scénario positif, c'est que les Allemands et les Européens pensent qu'il faut arrêter cela et qu'ils arrivent à remettre Poutine à la table des négociations. Ça, c'est le scénario positif. Il y a le scénario négatif, il n'y arrive pas, et dans ces cas-là, on a un nouveau rideau de fer. Il y a l'OTAN qui met une sorte de barricade, Poutine fait la même chose, et Poutine se tourne essentiellement vers l'Est. Eh bien, on n'espère pas, parce que si on réfléchit bien, quel est notre principal voisin? Quelle est notre frontière? Eh bien, ce sont les Russes. Nos débouchés pour nos entreprises, pour notre agriculture, c'est la Russie. Qui va payer les conséquences de cette crise? C'est nous les Européens. Et qui va tirer les marrons du feu, qui va vendre notre gaz? Ce sont les Américains. Nous n'avions aucun intérêt à voir Poutine partir. Eh bien, les Américains sont arrivés à nous séparer de la table des négociations. Et c'est vraiment cela, j'ai envie de dire, la plus grande catastrophe. Bien, on espère qu'on va avoir quand même de meilleures nouvelles dans les semaines qui arrivent. Puisque là, j'entends beaucoup de choses sur le Covid. Et évidemment, nous n'avons pas ce genre de nouvelles, puisque on ne parle que de la guerre en Ukraine. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Voilà, bien à vous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Au revoir, bye bye.